Bon, alors je vais vous indiquer la façon de prononcer les toponymes, les noms de famille et les prénoms qui sont présents dans la nouvelle, au fil de la nouvelle, en commençant par le début, en allant vers la fin. Donc là, je suis à la page 9 dans le livre. D'abord, on a la ville de Shangqiu. Donc Shangqiu, dans le Henan, dans la province de Henan. Après, on a Shangqiu, encore une fois. Après, on a la ville de Jinhua. Jinhua, Jinhua. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Henan, bon, Shangqiu. Ensuite, page 13, on a la ville de Hankou, Hankou, se dit Hankou. Ensuite, on a page 16, la ville de Changsha, Changsha, Changsha. Sur la page d'à côté, 17, on a la province du Zhejiang, Zhejiang, c'est la province du Zhejiang. Ensuite, page 20, on a le surnom qu'on donne au personnage, au héros de la nouvelle qui s'appelle Monsieur Chen. On lui donne le surnom de Luo Baba. Donc c'est Luo Baba. Et le site web dont je parle, qui est le Twitter chinois, c'est Weibo. Weibo. Ensuite, page 22, au haut de la page, on a un collègue qui s'appelle Xiao Wang. Xiaowang, c'est Xiao Wang. Et puis après, on a juste le patronyme Monsieur Chen, la page 24, 25. Voilà, juste Chen. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cette histoire sur scène. Merci. Oriental Morning Post, 21 janvier 2011. Ne pouvant acheter de tickets de train, un homme se déshabille et devient un phénomène sur le web chinois. Pendant la période du Nouvel An, un dénommé Chen a fait la queue pendant 14 heures à la gare de Jinhua, dans la province de Zhejiang, afin d'acheter un ticket pour sa ville natale dans le Henan, situé à 15 heures de train. L'homme souhaitait rentrer chez lui pour célébrer la nouvelle année et assister à l'accouchement imminent de sa femme. Il s'est vu répondre qu'en raison de la forte affluence en cette période de fête, tous les tickets avaient été vendus. Déjà. De désespoir, Chen s'est entièrement déshabillé avant de courir dans le plus simple appareil jusqu'au bureau du chef de gare pour obtenir des explications. Grâce aux aides d'une employée qui a photographié son altercation avec le chef de gare, Chen est rapidement devenu une légende sur le web chinois, les internautes saluant l'héroïsme dont il avait fait preuve en faisant face au monopole ferroviaire de l'État. Quand le cauchemar a pris fin, j'ai timidement ouvert un œil. Tout était à sa place. Les lits superposés de mes coéquipiers, les chaussures de chantier, la bouilloire, les traces de boue sur le sol et la fenêtre. Toujours avare de lumière malgré la neige tombée ces derniers jours qui éclaboussait tout de blancheur. Voilà des années que je n'avais fait un rêve aussi palpable. J'étais à la gare depuis la veille déjà. J'y avais passé la nuit pour m'assurer d'être en début de file le lendemain matin. Je n'avais guère dormi. Il me fallait un billet pour Sangqiu dans le Henan, où habite ma famille. Dans le rêve, ma femme venait de m'appeler de l'hôpital. Elle avait perdu les os. Je devais rejoindre Sangqiu en quelques minutes pour être présent à l'accouchement, alors que le trajet dure plus de 15 heures.
J'étais au comble de la fébrilité. Il me fallait coûte que coûte ce billet, et tout de suite. C'est pour cela que quand la guichetière prit place derrière son hublot vers 7 heures, et qu'après avoir pianoté sur son clavier, elle m'annonça que le seul wagon au départ de Tinhua qui allait jusqu'à Zhongqiu était complet pour aujourd'hui, et pour les jours suivants, je perdis la tête. Le ton monta très vite. Comment pouvait-il n'y avoir qu'une voiture affectée à cette destination? Une voiture? Ce n'était jamais que 100 places, et Zhongqiu, à ce que l'on sache, n'était pas un village. Pourquoi n'ajoutait-il pas quelques wagons? Comment était-il possible que les billets debout aient eux aussi été écoulés? C'était du délire, de la science-fiction. Ma femme allait donner naissance d'un instant à l'autre et il était impératif que je monte dans ce train. S'il n'y avait plus de tickets, qu'elle m'en fabrique un elle-même. Qu'elle griffonne sur un paplard l'origine, la destination, le numéro de train, un coup de tampon, sur le tout cela passerait. Je me mettrais sur le toit s'il le fallait, mais qu'elle me donne quelque chose qui me permette d'embarquer. J'étais prêt à me mettre en 4. J'assurerais le service à bord du train si besoin était, en plus de payer. Je me rendrais en cuisine, concocter des spécialités du Ronan. J'irais dans la locomotive faire un massage au conducteur, puis à tous les contrôleurs s'ils le désiraient. Je nettoierais les chiottes et balayerais les allées du wagon. Je pousserais le chariot pour vendre fruits et nouilles instantanées dans les voitures. Je ramasserais les détritus à l'arrivée. Cela faisait 2 semaines que j'essayais d'acheter mon billet en ligne. Sans succès. Et aujourd'hui, c'était le même résultat malgré une nuit d'attente. Comment pouvait-on vivre dans un système pareil? Qui étaient les abrutis à la tête des chemins de fer? Que faisaient-ils de leur journée pendant qu'on se crevait sur les chantiers? Étaient-ils demeurés au point de ne pouvoir prévoir un nombre de trains suffisant? Il fallait les pendre, les immoler en place publique. Ces incapables. Ou mieux, mettre leur femme enceinte au début de l'été pour qu'elle accouche au nouvel an. Et les planter à l'autre bout du pays avec à peine de quoi s'acheter un aller simple. Alors ils verraient, ils se rendraient compte, ces ignares. La mégère au guichet avait dû se tromper. Elle avait fait une erreur dans sa recherche. Elle avait pris un Zhongqiu pour un autre, il y avait des homonymes. Bref, c'était une incompétente, une attardée, une garce, une prostituée, une sorcière! À ce point de la confrontation, toute la gare pouvait nous entendre. Un attroupement s'était formé. La plupart se contentaient d'observer la scène en silence. Je traînais un moment devant les guichets, maudissant ma barbe. Dans ma barbe, les chanceux qui serraient un ticket dans leurs mains. L'instant d'après, j'étais torse nu au milieu du hall et tous les yeux étaient braqués sur moi. Encouragée par cette attention nouvelle, je retirai mon pantalon. C'est à ce moment-là qu'un employé se précipita vers moi avec une expression d'horreur. Si bien que je me mis moi aussi à galoper. Puis je me retrouvai devant l'entrée de la gare, nue comme un verre. Bizarrement, je n'en éprouvais aucune gêne. Au contraire, mon esprit était très clair. Il ne me restait plus qu'à entrer pour monter dans mon train. Je m'enfonçais soménagement dans la queue précédant le portique de sécurité, donnais un coup de genou dans le bas-ventre de l'agent qui me hurlait dessus, et je projetais son collègue dans le scanner à bagages. Une fois à l'intérieur, je montais 4 à 4 les marches de l'escalator menant au hall des départs et débouchais sous une voûte colossale qui aurait pu couvrir 2 ou 3 stades de foot. Un vrai ciel de béton qui bruissait de toutes les voix des passagers attendant le départ. Le rêve a mélangé la gare de Tinhua avec celle de Hankou, bien plus vaste. À mon approche, les gens ouvraient de grands yeux. Je fis un premier tour du hall avec l'espoir de descendre sur les quais, mais il n'y avait aucun embarquement en cours et les portes restaient closes. Puis des agents de police déboulèrent. Pour leur échapper, j'enjambais plusieurs rangées de sièges, renversant les valises de voyageurs qui poussèrent des hauts cris. Quels ingrats, me dis-je, car enfin, c'était aussi pour eux que je me donnais ainsi en spectacle, pour faire bouger ce système aberrant. Sans trop savoir comment j'étais arrivée là, je me retrouvais ensuite seule devant la porte du bureau du chef de gare. D'après moi, un petit tête-à-tête s'imposait. Si je me montrais assez persuasif, il pourrait m'obtenir des billets, et rien ne m'empêcherait plus d'assister aux premiers instants de mon fils en ce monde. J'abaissais la poignée de la porte vitrée, et le chef de gare était là, à son bureau, placide, en train de feuilleter son journal. Du milieu de ses traits empâtés, des yeux de marsupial se levèrent vers moi
et je l'ai vite tressaillir. Je voulais me montrer franc avec lui, aussi sautai-je d'un coup d'un seul sur son bureau. L'animal eut un tel mouvement de recul qu'il se retrouva par terre. Profitant de l'occasion, ma rage se précipita hors de moi, et avec elle, mes tripes, ma femme, ses os, la naissance, l'attente, la nuit, le froid, le chantier, la boue, les engelures, le nouvel an, la famille, les raviolis, les nouilles, la viande, l'alcool, tout, je lui vomis tout à la figure. Je ne voulais qu'un simple ticket, un simple petit ticket pour Sankyo. Il se taisait toujours. Je me mis à genoux sur le bureau pour supplier. C'est alors qu'il entreprit de se relever et me tint un respect d'un œil dur avant de sortir son portable. Je fus soudain pris d'une soudaine envie d'uriner. J'avisai une plante en pot près de la fenêtre et descendis m'y soulager. Quand j'eus fini, le chef avait terminé son appel et s'était curieusement empourpré. Une illumination me frappa. Je lui sautai dessus, le plaquai au sol et lui arrachai sa chemise. Je vis la peur dans ses yeux. Il parvint à se dégager, mais je le rattrapai par la jambe et montai sur lui. Une fois immobilisé, je commençai à le gifler à toute volée, l'injuriant à chaque coup. Mange-merde et d'une, fils de chienne et de deux, parasite et de trois, attardé et de quatre, tortionnaire et de cinq. À chaque mouvement, mon sexe tressautait sur son ventre bombé. Le chef de gare se mit à rugir. Je plaquai ma main contre sa bouche, mais il était trop tard. Alertée par les vagissements, une employée passa la tête par la porte. Comme elle restait bouche ouverte devant notre petite chorégraphie, le marsupial lui aboya de filmer la scène avec son téléphone. Et elle s'exécuta. Le bougre avait son public et se montra tout à coup beaucoup plus pugnace. Il m'envoya d'abord rouler contre la plante verte, dont le pot et son contenu putride se renversèrent. Il tenta de me maintenir au sol avec son pied, mais je le saisis à la ceinture et il s'étala tout son long dans la boue. Je remontai sur lui, mais un de ses bras m'échappa et il m'asséna un coup de poing qui m'aplatit au sol. J'étais KO. Le contact du carrelage humide me fit frissonner. Il s'accroupit à son tour sur mon dos, puis sa semelle fut sur ma nuque et ma tête heurta les carreaux. Du sang se mélangea à la boue jaunâtre qui dégouttait de mon visage. J'aperçus le ficus, toute racine salaire qui agonisait sous la table. J'avais la bouche pleine de terre et toujours pas de ticket. Je sentis une main s'emparer de mes cheveux et écraser ma face dans la fange. Après ça, c'est le noir complet. Pas moyen de me souvenir. Si je réussissais à rejoindre ma femme à temps pour l'accouchement, si on me jetait en prison, ou si je finissais à l'hôpital. Il me fallait acheter au plus vite mon billet pour Sankyo. Les jours précédents, j'avais tenté de réserver une place assise en ligne, mais en vain. Si j'échouais de nouveau, je me rendrais à la gare. Il ne restait plus que 6 jours avant le nouvel an. Chaque année, c'était la même histoire. Je me suis assis dans mon lit. Mon crâne me faisait mal. Je n'avais pourtant pas bu la veille. Et avec qui aurais-je bu? Les collègues avaient déjà tous mis les voiles. À 7 heures, ils se serraient contre leurs femmes au fond d'un lit douillet.
On se mettait à table devant un petit déjeuner fumant. Au campement, il n'y avait plus que moi et Chaussette. Chaussette était le plus vieil ouvrier et il n'avait plus de famille. L'année précédente, sa femme avait succombé à un cancer. Sa fille travaillait à Pékin, mais il ne se voyait jamais. Il n'avait aucun désir de rentrer chez lui, dans la banlieue de Tsanza. Quand j'ai passé la porte, la blancheur générale m'a fait cligner les yeux. J'ai rejoint le préfabriqué qui servait de bureau au chef et où se trouvaient les ordinateurs. Après plusieurs tentatives sur le site, je n'avais toujours pas de billet. Il me faudrait courir jusqu'à la gare, faire la queue et peut-être y passer la nuit. Heureusement, l'accouchement n'était prévu que pour dans 2 ou 3 semaines. Avant de me lancer dans la ville, j'ai consulté les nouvelles, sur la même page que d'habitude, un site d'information du Tsetchang. Dès que la une s'est affichée, je me suis vue à l'écran. Nue. Par terre. Dans le bureau du chef de gare. Un doigt vindicatif pointé dans sa direction. Je me suis frotté les yeux. C'était bien moi. C'était bien moi. C'était bien moi. J'ai cliqué sur le titre. Un forcené fait irruption dans la gare. Et l'article s'est affiché. Illustré d'autres images. Mon sexe et mes fesses ont été floutés. Le texte relatait en détail mon rêve d'hier soir. La seule différence était qu'on m'y présentait comme fou. Les photos coïncidaient avec l'entrée en scène de l'employé. Alors j'avais vraiment fait ça. J'ai soudain eu la sensation de chuter dans un puits de honte sans fond. Pourquoi n'avais-je aucun souvenir de la première image alors que j'y apparaissais conscient? Comment s'était fini mon scandale? Pourquoi n'étais-je pas en prison? Comment étais-je rentrée? Que s'était-il passé après mon enterrement par le chef de gare? La police était-elle intervenue? Avais-je été droguée? 1001 questions m'assaillaient, et ce mal de tête m'avait-il assommé? Ou bien est-ce que de dépit j'étais allée me saouler sachant que j'avais manqué l'accouchement? Et c'est à ce moment précis, la main encore sur la souris, que je compris que j'avais tout raté. Le bébé était arrivé. Je plantais là l'écran et me ruais vers la chambre. Je n'avais pas encore allumé mon téléphone portable. Au téléphone, ma femme m'annonça qu'elle avait accouché d'un garçon. Elle se trouvait dans le bus avec sa mère au moment de perdre les os. Elles avaient sauté dans un taxi et rallié l'hôpital le plus proche. Le bébé se portait bien et s'annonçait nerveux et impatient comme son père. Je lui ai raconté mes mésaventures. Elle s'est mise à pleurer doucement. Et ça m'a fait flancher moi aussi. Toute ma tristesse, mes rancœurs et ma joie se sont bousculés pour sortir. Le lendemain, sur les coups de 6 heures, la neige est encore tombée sur le Tsetchang. Cela a achevé de me calmer. Sous ce
ce grand pansement de silence. Impossible d'en vouloir au monde. Devant sa tante, Chaussette a fait un feu. Je l'ai rejoint devant les flammes. Tu as bien dormi cette nuit? À peine. J'ai pensé à mon fils, à ma femme, au plat qu'elle me prépare d'habitude. À l'hiver du Ronan et à ses odeurs. À mon père qui vieillit. Cesse de te tourner les sangs pour rien. Il faut oublier de rentrer pour cette année. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Tu t'y es pris trop tard. Et puis de tout mal découle un bien. Regarde, si ma femme n'était pas morte l'an dernier, je ne serais pas là. Pour fêter le nouvel an avec toi. Pour toute réponse, j'ai tendu un peu plus mes mains engourdies vers les braises. C'est Chaussette qui était venue me chercher au poste de police. Après mes prouesses. Et qui m'avait ramenée. Le feu a continué à discuter avec lui-même en crépitant et c'était tout ce qu'on pouvait entendre dans le paysage. Plus tard, la toile ne parlait plus que de Luo Baba, le papa nu. C'est ainsi qu'on m'a surnommée. Mes photos étaient partagées tous azimuts sur les sites d'information, sur Weibo, sur les forums. Je n'en croyais pas mes yeux. Au début, je pensais que les commentaires seraient moqueurs, me ridiculiseraient, me condamneraient, mais c'était tout le contraire. Bien sûr, les textes écrits par des journalistes blâmaient le déséquilibré que j'étais, et certains internautes m'injuriaient dans des termes des plus crus. Mais dans leur grande majorité, les commentaires approuvaient mon action et me soutenaient. On dénonçait les abus dont était systématiquement victime le citoyen lambda. Pour certains commentateurs, j'aurais dû aller plus loin. Tout casser dans le bureau, l'ordinateur, le téléphone, les vitres. Puisque j'avais uriné, j'aurais pu déféquer. Par terre ou sur le clavier du chef de gare. Histoire de marquer le coup et de leur mettre le nez dans ce que ces idiots nous faisaient subir au quotidien. Une fille, qui avait pour pseudonyme Evershine 95, a même suggéré de plébisciter Luo Baba pour qu'il devienne le prochain président du pays. Son culot et son courage constituaient à ses yeux des qualités essentielles pour un dirigeant. Si tout le monde faisait de même, continuait-elle, notre nation en sortirait grandie et il y aurait moins d'injustice. J'avais créé un personnage et je n'en étais plus le maître. Luo Baba était devenu le porte-parole des frustrations et des rancunes engendrées par l'incompétence et la corruption des élites. Un symbole de résistance et de lutte était apparu. Bon, je n'en ai pas parlé à ma femme. Je ressentais bien sûr une certaine fierté devant les exploits de Luo Baba, mais je ne me faisais guère d'illusions sur ce phénomène purement virtuel. Au bout de quelques jours, la fête du Nouvel An aidant, ce tapage se calmerait et on aurait bientôt oublié ma petite crise. Pendant 3 semaines, je n'ai pas consulté les nouvelles. J'ai aidé Chaussette à consolider sa cabane. J'ai cuisiné, j'ai beaucoup fumé. Ma femme m'a envoyé des photos du bébé et de la famille. Pour le repas du Nouvel An, nous avons discuté par vidéo. Après les vacances, les collègues sont revenus au chantier. Nous avons repris les fondations là où nous les avions interrompues. Le travail et la routine du campement
m'ont rendu ma bonne humeur et je n'ai plus pensé à ce triste épisode. Mais un matin, devant les baraquements, j'ai découvert une berline noire qui luisait sous le soleil comme un gros scarabée. Elle portait une plaque d'immatriculation inhabituelle. Le chauffeur est sorti et a ouvert la portière en me priant de prendre place. Impressionné par sa politesse et un peu navré pour ses chaussures couvertes de boue, je me suis décidée à monter. L'homme à côté duquel je me suis assise n'a d'abord rien dit, il ne m'a même pas regardé. La voiture a démarré pour prendre la direction de l'autoroute. Le mystérieux passager gardait le visage tourné vers la fenêtre. À travers les vitres teintées, la blancheur du paysage s'était métamorphosée en bouillie verdâtre. Je me suis enquis de notre destination. On vous ramène chez vous. Le nouvel an est fini, mais vous pourrez tout de même rester 2 semaines dans votre famille et voir votre fils. Votre patron est au courant. Tenez, voici votre billet de retour. Le ticket tendu dans ma direction, l'homme me souriait. Il avait des yeux rieurs et un air pompeux. Il aurait fait un formidable grand-père. Je n'ai su que dire, je me suis saisie du ticket. J'allais enfin rentrer chez moi et serrer mon fils dans mes bras. Sur le point de me confondre en remerciements, j'avais déjà avancé une main pleine de gratitude quand l'officiel a interrompu mon élan en lançant d'un ton plein de reproches. Vous nous avez mis un tel bordel. On vous devait bien ça. Rendez-vous compte que pas un jour ne passe sans que l'on ne dénombre au moins une centaine de cas de nudité. En à peine 2 semaines, des scandales comme celui dont vous nous avez gratifié sont devenus monnaie courante. Dans toutes les provinces, dès qu'ils sont excédés et veulent protester, les gens vous imitent. On se déshabille dans les gares, dans les tribunaux, dans les aéroports, les prisons, les administrations, les universités. C'est une véritable pandémie que vous nous avez déclenchée. Et tout le monde s'y met. Professeurs, fonctionnaires, militaires, retraités, juges, infirmières, mères de famille. Depuis la rentrée des classes, lycéens et collégiens s'y sont mis eux aussi. Qu'un cours les assomme et les voilà cavalcadant cul nu dans les couloirs et les cours de récréation. Si encore tout ce monde-là ne faisait que se dénuder. Mais non! Ça fait des dégâts, ça pisse, ça crache, ça se bagarre. Vraiment, on vous doit une fière chandelle, Monsieur Chen. La situation n'est plus tenable. Les cas sont trop nombreux. On n'intervient plus que quand il y a de la casse. Les autres finiront bien par se rhabiller. Après tout, nous sommes encore en hiver. Mais le sommet de l'État tremble du redout des températures. Les médias occidentaux font des gorges chaudes de tout cela. À les entendre, la Chine a perdu la tête, le parti ne tient plus le pays et nous sommes à l'aube d'une révolution. Nous passons pour fous. Nous sommes la risée du monde. Tout ça à cause de votre esclandre. Un peu calmé, il a ajouté « Enfin, le mal est fait. » Et finalement, dites-moi, Monsieur Chen, que faut-il changer dans ce pays ?